Bonsoir à tous et merci d'être là. C'est notre première en 2021 et on est ravis de vous avoir, Benoît, Eric et Camille. Donc on est en présence de donc déjà une merveilleuse année à vous et à tout le monde. On espère qu'elle sera beaucoup mieux que celle d'avant, mais je pense qu'on n'aura pas trop de soucis à se faire par rapport à ça. Benoît Leroux, bonjour, et Éric Richer qui sont avec nous ce soir. Benoît Leroux, vous êtes le fondateur de la maison d'édition L'Ogre. On va commencer par vous aujourd'hui, justement, pour présenter cette maison-là, qui est très singulière, soyons clairs, et qui surtout attache une importance capitale à l'objet livre, à mon sens. Vous fabriquez de très beaux livres, et c'est assez rare pour être souligné. Comment est née justement cette envie de créer sa maison d'édition et pourquoi l'Ogre notamment? Alors en fait, l'ogre, je suis pas du tout le créateur de l'ogre, on est deux à avoir monté la maison et je dis ça parce que le côté bicéphale de l'ogre est vraiment une donnée fondamentale à la fois dans sa création mais dans son développement. J'ai monté ça il y a 6 ans maintenant, en 2014, avec Aurélien Blanchard, que j'avais rencontré dans différents stages. En fait, bon, comme beaucoup de gens, je suis arrivé à l'édition un peu tardivement, sans avoir fait d'études littéraires, etc. Donc moi, j'ai pas pu faire de stage classique, on va dire, dans l'édition. J'avais pas le temps, ayant fini mes études, il fallait que je travaille, il fallait que je gagne ma vie. Donc j'ai enchaîné pas mal de petits boulots dans l'édition, dont un aux éditions Amsterdam, où j'ai rencontré Aurélien. Et bon, voilà, 5 ans après, dès que l'occasion s'est présentée, en réalité, je l'ai contacté pour que on essaye de trouver un terrain d'entente commun littéraire en se disant qu'est-ce qui nous touche tous les deux qu'on pourrait construire comme maison d'édition, quoi. Et donc du coup, l'ogre est né de ça, d'une rencontre entre deux lecteurs qui avaient des goûts très communs sur une littérature passée, on va dire, et avec cette volonté de traduire ces goûts-là dans le contemporain, dans voir comment aujourd'hui des jeunes auteurs, français ou étrangers, pouvaient traduire certains désirs de narration, certaines histoires, certains rapports au réel, euh, comme d'autres l'ont fait dans le passé. Euh, voilà, ça s'est construit comme ça. Ensuite, sur d'où ça vient l'ogre, je crois. L'ogre, c'est Aurélien qui a suggéré ce nom-là. Au début, on avait pensé au funambule pour cette histoire de marcher entre deux mondes, etc. Mais ça ne marchait pas parce que, bon, d'abord, il y avait le côté arpenteur, c'était trop proche de collections existantes. Et ensuite, c'était un peu enfantin, une image que moi je trouvais déjà un peu trop connue. Et l'ogre, je trouve ça génial parce que l'ogre représente exactement cette espèce de diversité qu'on voulait mettre dans la maison d'édition. C'est-à-dire que c'est à la fois Shrek et le papa violeur des contes voilà, les plus horribles. Donc chacun y met un petit peu ce qu'il veut, du fantastique à l'horreur, etc. Et en même temps, c'est quelque chose évidemment de voilà, dévorant, malgré tout accueillant. C'est un très bon vivant, l'ogre. Enfin, voilà, c'est une des connotations qui collait assez bien à notre désir de départ. Et ça matchait bien, je trouve, comme mot. Voilà. Donc on est parti pour l'ogre. Il n'y a pas de sens caché plus que ça. C'est vraiment une image qui nous plaisait. Voilà, donc aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 5 ans et quelques, un peu plus de 5 ans qu'on existe. On fait entre 5, 6, 7 livres par an, on va dire, autour principalement français, on va dire 2 tiers français, un tiers traduction. Là, on est arrivé à un rythme qui est enfin, qui est super intéressant pour un éditeur, qui est un peu bizarre comme évolution, parce qu'au départ, on acceptait beaucoup de premiers romans, parce que c'est normal, on se créait, on avait besoin de nouveaux auteurs. Maintenant, on a un catalogue avec des auteurs qu'on suit, ou en tout cas qui nous accordent toujours cette fidélité, qui nous apporte des textes. Du coup, on va dire qu'en moyenne, on fait rentrer un premier roman français par an, ce qui est assez contraignant, puisqu'on reçoit quand même à peu près entre 1500 et 2000 manuscrits par an. Donc le choix est assez radical. Et pareil, un auteur étranger par an. Donc c'est, je pense, un rythme assez bon, commun dans l'édition indépendante, mais qui est particulier. Voilà un peu pour la maison aujourd'hui. Que vous dire de plus? Alors sur l'objet livre, ce qui est très amusant, c'est que bon, pour avoir regardé différentes vidéos d'éditeurs invités précédemment, je me rends compte que c'est vrai que c'est quelque chose de très important, l'objet livre. Il y a beaucoup, les lecteurs y accordent beaucoup d'importance, les libraires également, les auteurs.
paradoxalement, quand on a lancé Logre avec Aurélien, nous, tous les deux, on était des lecteurs de poche. Enfin, je veux dire, nous, un livre, il fallait le mettre dans la poche, l'abîmer, le transporter partout, etc. Enfin, l'objet livre, c'était pas forcément quelque chose qui nous... voilà, c'était pas un pilier de la maison. Je vois, par exemple, quand je vois Martiali qui se crée avec voilà, un graphiste qui fait un travail extraordinaire, quand je vois Bouclard, par exemple, qui a fait un travail sur la typographie, bien sûr, tout en ouverture. Bon. Tout ça, sont des choses que moi j'adore en tant que lecteur, mais en tant qu'éditeur, j'avais envie de faire quelque chose d'accessible d'une certaine manière. Et on s'est rendu compte, du coup, je sais pas, les 2-3 premières années, on a fait des livres qui étaient graphiquement voilà, assez originaux probablement, mais en tout cas assez, oui, je trouve classique quand même. Il n'y a pas forcément on se démarquait pas forcément d'autres collections, d'autres livres. Et c'est certains libraires qui nous ont un peu voilà, mis la puce à l'oreille en disant, en fait, vu le type de livre que vous proposez, vu le type d'univers, le type de langue, de démarche littéraire, etc., euh, ce serait mieux que vraiment vous proposiez également un habillage qui colle, quoi, qui aille avec. Et il se trouve que depuis le début, c'est moi qui fais tout le graphisme de l'ogre. Du coup, c'est vrai que bon, ça correspondait aussi à un désir, on va dire, esthétique, qui moi, bon, je me sentais proche, mais j'avais pas le sentiment, j'ai pas compris que ça pouvait vraiment avoir un impact pour le lecteur. Et du coup, voilà, j'ai commencé à travailler sur des couves un peu plus graphiques, un peu plus simples. En plus, j'étais content parce que je pouvais avoir des papiers rechercher des papiers qui me plaisaient, qui étaient euh, à la fois de bonne qualité, mais surtout qui étaient capables de rendre des belles couleurs, de valoriser. Enfin, quand on prend par exemple la couverture d'Eric, là, Tiger, c'est pas évident de faire un noir comme ça, de faire un jaune comme ça, dans l'impression, on va dire, industrielle, avec des moyens qui sont pas des moyens délirants, parce qu'on fait ça en France, parce que tout ça, etc. Enfin, donc c'est des enjeux qui sont assez amusants, parce qu'à chaque livre, non seulement il faut penser tout l'univers graphique, dans le cadre d'une collection générale, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un écho, une correspondance avec d'autres couvertures. Et en même temps, chaque livre pose des questions pratiques de fabrication qui sont inédites, quoi. Et ça, c'est vrai que ça m'excite beaucoup, mais je l'ai appris sur le tard. Voilà. Je l'ai réalisé grâce aux libraires, grâce aux lecteurs, et aussi aux autres éditeurs qui faisaient déjà un travail graphique important. Mais je dirais c'est vrai que la vraie explosion, c'est sur le plan du graphisme, c'était avec les Métamorphoses d'Ovide. Quand on a traduit il y a 3 ans, on a publié une traduction des Métamorphoses de Vide par Marie Cosnet. Et là, il fallait de toutes les façons faire un livre extraordinaire. Puisque c'était une traduction extraordinaire, c'était 10 ans de travail, c'était vraiment un événement. Et il fallait que le livre soit à la hauteur, quoi. Et du coup, il y a eu tout un travail de recherche, de papier, d'impression, etc., pour trouver des solutions qui soient à la fois acceptables industriellement parlant, parce que c'est un livre qu'on a déjà vendu à 12 000 exemplaires, donc il faut vraiment qu'on soit capable de le réimprimer, que le papier soit disponible, que voilà. Et en même temps, un livre qu'on ne voulait vendre pas trop cher, puisqu'on le vend à 25 euros. Et il fallait trouver des coûts de fabrication qui soient raisonnables par rapport à ça. Donc c'était un enjeu amusant, et je pense que moi, ça nous a mis vraiment dans le bain de ce type de démarche, quoi. Je ne sais pas Très, si j'ai très- répondu à Si, la si, question, si, à toutes les si, questions. si, si, bien sûr. C'est très surprenant, justement, cette proposition des libraires qui vous demandent un univers graphique différent. C'est plutôt surprenant. Bah, en fait, moi, c'est ça que j'adore aussi dans ce métier, c'est qu'on est en permanence en train d'apprendre notre travail, d'apprendre une meilleure manière de vendre des livres. Enfin, choisir un livre en tant qu'éditeur, c'est vraiment la partie la plus facile du travail. Le plus difficile, c'est comment amener ce livre au lecteur, quoi. Donc, pouvoir trouver des libraires qui vont vous donner des conseils qui ne sont pas des conseils commerciaux, d'argumentaire, etc., c'est génial parce que moi, je trouve que c'est comme ça qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on apprend. Ouais, vraiment, voilà. Je trouve que c'est pas beaucoup de libraires, évidemment, parce que ça demande une relation presque personnelle, presque amicale, etc. Il faut pouvoir. Je pense que pour un libraire, c'est difficile de donner un conseil à un éditeur. Pour un éditeur, quelquefois, c'est difficile de recevoir une critique. Moi, je me rappelle, 2, 3 fois, ça m'est arrivé déjà, des gens qui me disent, bon, ouais,
Par contre, j'aime bien vos livres, hein, mais par contre, je ne sais pas qui fait les couvertures, mais il faudrait peut-être que si vous trouvez vous devez changer de graphiste, moi, je peux vous conseiller quelqu'un, quoi. Alors, je trouvais ça drôle parce que c'était moi et il ne pouvait pas le savoir, quoi. Mais bon, mais c'est derrière cette espèce de relation un peu compliquée, en fait, il y a quelque chose de, je trouve, hyper important qui est que on ne peut pas, nous, évoluer tout seul, arriver. Moi, je n'ai pas fait de formation de graphisme, je n'ai pas fait de formation de communication, etc. Enfin, je veux dire, l'éditeur, c'est un métier qui est tellement complexe en termes de diversité de tâches et de compétences que heureusement qu'on peut compter sur certains libraires, certains lecteurs, certains collaborateurs, et comme Camille évidemment, mais aussi des auteurs par exemple, qui vont nous donner des conseils, qui vont nous donner des idées, etc., pour faire évoluer la manière dont on défend nos livres. Je reviens une seconde sur la ligne éditoriale. Vous êtes un des rares éditeurs à ne pas bouger de ligne éditoriale, de véritablement être ancré dans le basculement du réel. Et le livre d'Éric en est la preuve aussi. Justement, ce basculement du réel, qu'est-ce qui vous fascine tant dans cette sorte de chute, dans une certaine abîme? Mais on a l'impression que véritablement, c'est cette chute-là qui vous motive à éditer un livre. Oui, avec Aurélien, je crois qu'on est depuis qu'on est lecteur attiré par cette chute-là, par effectivement cet abîme qui est. Maintenant, c'est intéressant que vous disiez ça parce que moi j'ai l'impression qu'on change tout le temps de ligne, que je détesterais refaire le même livre. En réalité, je décide de publier un livre parce qu'il me fait bouger la ligne, parce qu'il me propose quelque chose que je ne connaissais pas. Donc c'est intéressant parce que c'est des Mais perspectives. plutôt dans le style, pardon Benoît, mais plutôt dans le style, ou est-ce que c'est le style qui diffère justement de la ligne, ou au contraire, vous allez au-delà de la ligne? Non, c'est au-delà de la ligne, c'est-à-dire qu'au départ, on était par exemple beaucoup sur l'irréalité, au sens un basculement du réel. Ensuite, on est allé beaucoup plus vers la sensorialité, au sens un basculement de la perception. Je dirais que c'est marrant, il n'y a pas très longtemps, genre il y a 15 jours, ma compagne lisait un livre de Logre et du coup dit vraiment, il y a un mot qui pourrait qualifier tous les livres de Logre, c'est l'alexithymie. Alors je la regarde, j'explose un peu de rire parce que l'alexithymie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et elle me dit, c'est la difficulté à exprimer les émotions. Et en fait, je réalise effectivement que peut-être que le fil euh, qui, euh, qui unit tous les livres de l'ogre, plus que le basculement du réel, c'est la difficulté d'exprimer le réel, d'en rendre compte, de le raconter. Et donc, toute tentative nouvelle de raconter le réel d'une manière différente, en fait, moi, me fascine complètement. Et c'est en ce sens-là que j'ai l'impression que ça change tout le temps. Et c'est pour ça que c'est difficile de vous répondre. Est-ce que c'est la ligne? Est-ce que c'est le style? Parce que c'est probablement un peu des deux et c'est quelque chose de beaucoup plus subjectif que un truc très. Enfin, je n'ai pas de réponse rationnelle. J'arrive pas à intellectualiser ça, à le rendre abstrait. C'est quelque chose de beaucoup plus sensoriel. C'est tombé, par exemple, le livre d'Éric, le premier, La Rouille, je me rappelle très bien, je le reçois. Alors la date, je ne sais plus, ça devait être un 27, un 28 décembre, 26 décembre, j'en sais rien. Quelque chose comme ça. Toujours est-il que j'étais dans un bus pour aller dans la maison chez ma belle-mère à la campagne. Je sortais j'étais libraire à l'époque en même temps qu'éditeur et ma librairie Noël, bon, crevée. Enfin, moi, j'avais qu'une idée, c'était de dormir pendant une semaine. Et je reçois le manuscrit d'Éric. Et bon, évidemment, j'avais aucune envie de travailler, mais voilà, en 48 heures, c'était plié. Je savais exactement voilà, que je voulais le faire. Et je sais pas si je vais peut-être pas écrit Eric en 48 heures, mais Si, 2 jours. peut-être, oui, c'est ça. Ouais. Bref, et voilà, c'est ça. Jamais on m'aurait dit roman d'apprentissage, noir, etc. Enfin, non, principe, non, j'aurais jamais pensé tout seul, en fait. Voilà. Et tout d'un coup, le livre d'Éric est arrivé et ça a ouvert une brèche dans la ligne. Et voilà. Moi, j'adore l'idée de la gorgone, euh, du rhizome, c'est-à-dire qu'il il y a bien un tronc au départ, mais c'est que des ramifications, quoi. Et il y a une branche qui va s'écarter, qui va supporter plein d'autres branches. Pour moi, un catalogue, c'est évidemment extrêmement important. J'accorde, voilà, vous l'avez dit, hein, le catalogue, c'est vraiment le pilier de la maison, la ligne, c'est fondamental, mais
C'est pas linéaire, contrairement à ce mot ligne, quoi. C'est rhizomatique, et ça, c'est les auteurs qui le font. En arrivant comme ça, en faisant irruption, ils ouvrent une brèche, et le plus beau, c'est quand cette brèche vient entraîner d'autres auteurs, etc., etc. Enfin, c'est quelque chose de vivant. Béa? Bonsoir, bonsoir Eric, bonsoir Benoît et Camille et tout le monde, bonne année. Moi, j'avais une question sur l'organisation de votre maison, mais je fais juste une petite aparté avant pour vous remercier pour ce livre-là. Voilà, qui est génial. Moi, c'est un énorme coup de cœur. Et du coup, alors je l'ai adoré. Précise-le parce qu'on ne voit pas forcément la couverture. Pardon, c'est Lumico. Alors, je ne prononcerai pas le nom de l'auteur. Non. Je vous épargne ça. Mais voilà. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc, juste voilà, une petite aparté. Merci beaucoup parce que j'ai passé un excellent moment de lecture. Vraiment, il m'a déstabilisée et j'aime ça quand on bouscule. Donc, et ça s'éclaire un petit peu avec tout ce que vous venez de dire. Donc, c'est plutôt chouette. Moi, j'avais une question sur l'organisation de votre maison. J'ai lu sur votre site donc, que vous étiez deux, vous, Benoît et Aurélien. Vous travaillez que tous les deux? Vous faites tous les métiers de la maison? Ou est-ce que vous avez avec vous d'autres personnes ou des freelances? Ou comment vous êtes organisés? Alors, on a une économie assez fragile pour l'édition. Voilà. C'est vrai que c'est un peu flou l'édition. Pour un catalogue de 10 livres par an, vous pouvez derrière avoir une armée de 10 personnes ou 2 personnes, et avec des budgets très différents. Nous, on est plutôt dans la catégorie fragile, on va dire. Donc oui, on fait beaucoup de choses à deux. Après, non, on a, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une équipe, un collectif qui est un peu mouvant. Il y a une partie qui est assez stable, donc qui est effectivement Aurélien, moi, des auteurs piliers de la maison, comme Fabien Clouette, par exemple, Quentin Leclerc, Marie Cosnet, avec qui on est en discussion, je dirais, quasi quotidienne, et dont voilà, on en vient, ils ont un rôle assez déterminant sur des axes, des questions qu'on peut développer dans la maison. Donc, on travaille avec. Bon, c'est important pour moi, ça peut paraître un peu anodin, mais on travaille avec toujours le même imprimeur depuis le début. Donc, c'est devenu un collaborateur, même si c'est un prestataire, voilà, qui est La Ballerie, donc une scope basée en Bourgogne. On travaille évidemment avec Tram, donc c'était pas si vieux, puisqu'en fait on a commencé, si je ne me trompe pas Camille, avec La Rouille justement. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Et alors c'est pareil, une collaboration dans le sens où on ne travaille pas sur tous les textes, parce que d'abord on n'a pas forcément le budget pour travailler sur tous les textes, mais aussi tous les textes ne nécessitent pas forcément le même investissement. Il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Il y a des choses où on sent bien qu'on est dépassé, ou même d'autres qu'on est moins compétent, il vaut mieux vraiment qu'on délègue parce que c'est réellement un métier, quoi. Nous, on le fait nous-mêmes, le travail de la presse et de la librairie, parce que par manque de moyens, plus que par goût. Et bon, c'est important, voilà, dès qu'on le peut, de confier ça à des personnes qui savent le faire et qui pourront apporter au livre voilà, des choses assez incroyables, quoi. Par exemple, c'est sûr que le rôle de Tram dans la réception de La Rouille, par exemple, a été essentiel. Mais même, par exemple, pour un roman qu'on a publié à la rentrée dernière, qui s'appelle Les Échappés, qui est de Lucie Taïeb, qui est un roman qu'on a... auquel moi je croyais beaucoup, mais qui était un texte un peu plus difficile que La Rouille, par exemple. Du coup, on avait dit à Tram, avec Camille, on avait convenu qu'on ne travaillerait pas forcément de la même manière. Mais pourtant, pareil, le rôle de Tram a été essentiel dans le succès de ce livre, qui a reçu un prix, qui était notre premier prix important, le prix Leclerc. Donc voilà. Donc ce sont des collaborations qui sont à la fois... c'est difficile de dire qu'on forme une équipe, parce que équipe, ça veut dire intégrer, ça supposerait de manière artificielle qu'en fait, il y a quelque chose d'exclusif, en fait, mais non, ce sont des gens qui travaillent tous avec d'autres personnes, etc. Mais de mon point de vue à moi, en tant qu'éditeur, etc., il y a un lien de confiance et humain assez fort. C'est vraiment ce que je recherche dans mes collaborations, assez fort pour qu'on puisse travailler au long terme et qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Alors là, je parlais de Tram, de Camille, etc., mais ça va aussi avec une autre personne, par exemple Violaine Faucon, qui est à Tram aussi, qui
s'occupe de la cession des droits étrangers, des droits poche. Ça va aussi avec la personne qui corrige tous nos textes, Elisabeth Privat, qui est en freelance, que je n'ai jamais rencontré physiquement, mais avec qui je développe une relation assez intense, puisque finalement, elle rentre vraiment dans les textes. Voilà. Donc, j'espère que je réponds à votre question. C'est un collectif Flash. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit un peu plus resserré et un peu plus travailler avec plus de personnes. Je pense que quand on est encore jeune, quand on grandira, on pourra le faire. Par exemple, c'est vrai qu'on prend assez peu de stagiaires parce que, bon, d'abord, Aurélien comme moi, on travaille à côté, on ne se paye pas avec l'Ogre. Moi, j'étais libraire jusqu'à maintenant. J'ai pris la merveilleuse décision de démissionner en janvier 2020, soit 2 mois avant le Covid, ce qui était une super idée. Et Aurélien est traducteur à côté. Donc, c'est vrai c'est paradoxal tout ça, mais on n'a pas forcément le temps non plus de former un stagiaire. Et prendre un stagiaire juste pour s'occuper des tâches subalternes, c'est pas trop notre truc non plus. Donc c'est très limité. Voilà. Pour l'instant, dans toute l'histoire de la maison, on a eu 2 stagiaires. Alors que dans l'édition, bon, en général, c'est beaucoup plus important. Donc voilà. Et pour la deuxième part, pour la question corollaire qui était qu'est-ce qu'on fait, entre guillemets, comment on se répartit un peu le travail, ou quel travail on fait à l'œuvre. Du coup, ça fait qu'effectivement, on est à la fois comptable, graphiste, maquettiste, on fait tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut intégrer, on l'intègre, ça limite les coûts, et ça nous permet aussi quand même de travailler les textes de manière un peu différente. Par exemple, au début, moi j'ai pas mal essayé de travailler avec des graphistes extérieurs, et je me suis rendu compte que faire le graphisme moi-même, c'était pas forcément un gage de qualité. Je n'ai pas révolutionné le graphisme et les couvertures, c'était évident. Il ne s'agissait pas de ça. Par contre, ça me permettrait peut-être de travailler le livre un peu différemment. Et il en va de même pour la maquette. Ça peut paraître absurde, mais faire la maquette d'un livre, c'est une lecture qu'on ne fera jamais si vraiment on n'est pas dans la matière du texte, parce que c'est vraiment le moment où on va structurer le paragraphe, la phrase, le chapitre, etc. On va faire des choix graphiques qui vont véritablement orienter la lecture. Et que ce soit l'éditeur qui s'occupe de ça, je pense que c'est assez rare, mais je pense que ça apporte quelque chose d'invisible, mais d'important. Donc on fait pas mal de choses. Ouais. Et si je peux me permettre d'intervenir juste une minute, Benoît, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, j'ai coupé le... Non, moi je voulais dire que oui, vous avez... Mais qu'après, je pense que de toute façon, je pense que pour une maison indépendante, et ce n'est pas qu'une question de maison petite, c'est que je pense aussi quand même qu'il y a des choses qui passent beaucoup mieux quand ce sont les éditeurs qui les font directement. Alors là, je ne reviens pas sur le graphisme, parce que ça, c'est complètement votre singularité. Mais en revanche, la relation à la presse, la relation au libraire et tout, je pense que ce n'est pas forcément tant un plus que de collaborer avec des gens en permanence. C'est que je pense en plus pour tous ceux que j'ai pu déjà voir ici ou là, que les maisons comme Log, comme le Tripod fonctionnent aussi parce qu'à un moment, des éditeurs les intègrent et je pense que c'est pas que même Eric qui a une réponse en 48 heures, enfin, je pense qu'après, c'est toute une façon de concevoir les choses qui n'est pas qu'un manque de moyens, qui est aussi une façon d'incarner les choses avec les auteurs, avec l'extérieur, qui n'est pas du tout qui est quand même une façon qui se démarque complètement d'une édition à l'ancienne. Il répond d'ailleurs. Pardon. si je peux me permettre à mon tour, Benoît et Aurélien répondent trop vite d'ailleurs. Parce que moi, ils m'ont répondu beaucoup trop vite en fait. J'étais tellement trop content qu'après, j'ai eu des autres propositions beaucoup plus tard, enfin, des beaucoup plus gros, et je me disais, mais mince, mais quel dommage quoi. Alors, je plaisante, mais. Le coup de poignard. Non, je plaisante. Mais non, moi je trouve ça génial parce que c'est vrai que avant de faire appel aux ogres, en fait, je pensais clairement pour mon premier roman, mon premier essai, on va dire, dans ce milieu-là, je pensais clairement ne pas avoir le niveau de l'ogre, que j'aimais beaucoup à travers Marie Cosnet, Claro et d'autres. Et donc, il était sur ma liste. Mais pour moi, c'était inatteignable, quoi. Donc, je ne savais pas la tête qu'ils avaient à l'époque. Je n'avais pas trop regardé sur Internet. Mais en tout cas, pour moi, l'ogre me faisait peur, quoi, vis-à-vis de l'exigence de la langue et du niveau, tout ça. Donc,
pour moi, c'était en bas de ma liste. J'avais ciblé des éditeurs plus mainstream, on va dire, et plus orientés littérature de genre, tout ça, mais qui ont mis des millions d'années à me répondre, quoi. Et il y en a même certains qui m'ont répondu une fois que j'étais en festival. J'ai même croisé une fois un éditeur, alors que j'étais en festival déjà en train de défendre la rouille. Et voilà. Mais non, c'est vrai qu'il y a un engagement hors du commun, quoi, vis-à-vis de ces deux-là, vis-à-vis des deux ogres. J'ai pu, avec la rouille, on a fait une belle tournée pour cette rentrée littéraire 2018, de septembre 2018, et je me suis régalé. Moi, j'ai découvert un monde, et j'ai découvert surtout beaucoup d'auteurs aussi, et j'ai pu voir des auteurs pareils signés dans des maisons, dans les grosses maisons, et j'ai pu voir que la relation qu'ils avaient avec eux, que ce soit vis-à-vis du texte, du travail, du retravail sur le texte ou du quotidien, en fait, non, c'était le jour et la nuit, quoi, comparé à ce que j'avais moi avec Aurélien et Benoît. Donc voilà, c'est pour ça que ouais, j'apprécie encore aujourd'hui de continuer à travailler avec eux, quoi. Ouais. Par contre, juste pour terminer avec ça, je suis choqué par ce que je viens d'entendre. Benoît qui annonce qu'il fait les couvertures. Jusqu'à présent, je pensais que c'était Arthur Pumarelli qui faisait les couvertures de l'œuvre. Et là, Benoît, ce soir, qui fait son coming out. Alors là, je suis scié, quoi. Je suis scié. Sur Instagram, en direct. Incroyable. Incroyable. C'est Zoom, j'ai que 5 têtes. J'ai l'impression qu'on est en train de prendre un café, donc je peux dire n'importe quoi, c'est pas grave, c'est pas public. Non, il y a 40 personnes. On disait que c'est le moment où tout le monde dit des choses inavouables. En fait, c'est Zoom à 19h. Là. C'est ça. Voilà. Ouais. On en parlait juste avant. Castex, il doit avoir fini, là, donc tout le monde arrive. Eric a raison, c'est Arthur Pumarelli, je dis n'importe quoi, je lui vole la vedette, c'est un designer italien complètement inconnu, invisible, mais vraiment qui existe vraiment et qui fait juste les couvertures de l'œuvre, c'est tout. Ouais. Moi, j'ai quand même cherché au début. Hein. Et c'est quand je trouvais pas le site, ça m'a énervé, j'ai été à la source directement. Quelle légende. Quelle légende. Ah oui. Ouais. Juste sur le scoop ce soir. Hein. Le scoop. Eric, juste pour rebondir sur un... Bon, déjà, merci pour tout ce que tu dis, mais bon, je sais à chaque fois que ton humilité et ta générosité me touchent toujours, mais il y a... ce qui est intéressant, c'est justement, je commençais sur le côté bicéphale, et en fait, sur le travail du texte, sur le rapport aux auteurs, etc., le fait d'être deux, il faut bien se rendre compte que, par exemple, avec Aurélien, maintenant, on arrive à un niveau de travail qui fait que bon, voilà, maintenant, moi, je suis à plein temps, Aurélien n'est pas à plein temps, donc effectivement, il y a un déséquilibre, mais en fait, on s'en fout. Ça veut juste dire qu'on se répartit le travail quotidien différemment. Moi, je m'occupe plus de la direction éditoriale, relations libraires, relations presse, etc. Lui va s'occuper plus, on va dire, de l'administratif, des subventions, des relations institutionnelles. Bon, ça, en fait, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte véritablement, c'est que chaque texte qu'on va publier est travaillé par les deux éditeurs. Ce que ça veut dire, c'est que là où un texte va passer entre différentes mains dans une maison à différents niveaux de reprise, chez nous, voire aucune. Ouais. Voire aucune parfois. Travail, c'est une histoire quand même. Chez nous, à chaque étape, ça passe dans les deux mains. Et c'est un moyen assez incroyable qu'on a trouvé, à la fois pour paralyser, oui, pour s'empêcher de trop marquer un texte de manière individuelle, mais aussi pour se rassurer, parce qu'on commençait dans le métier et que c'est aussi super d'être deux pour pouvoir valider des choix, des remarques, etc. Et on s'est rendu compte en avançant qu'on avait deux subjectivités différentes, qu'on voyait deux types de choses différentes, qu'on améliorait les textes chacun de manière différente, mais surtout que ce travail-là, en fait, était probablement, pour nous en tout cas, je n'aurais aucune prétention à parler pour l'édition en général, mais juste pour nous, le meilleur moyen d'avoir un rapport sincère au texte. Voilà. Je pense qu'on ne pourrait pas, je me verrais très très mal assumer tout seul le côté, voilà, moi je corrige le texte comme ça, il faut que c'est telle direction, que ça faut enlever telle phrase, allez ce paragraphe il est en trop, allez je raye, je fais sauter. Je trouve que c'est fondamental d'avoir une discussion, un échange.
bien sûr avec l'auteur, mais aussi avec une personne en qui on a une totale confiance littéraire, comme Aurélien pour moi, et j'espère moi pour lui. Je trouve que c'est vraiment une des marques de fabrique de la maison. Donc il faut un consensus total par rapport au texte. Si l'un C'est des deux super n'est bien pas d'accord. on s'engueule sur tout, mais sauf sur le texte. Enfin, c'est dingue, en 38 livres qu'on a publiés à l'Ogre, enfin 37, le 38e il est en cours d'impression, en 37 on n'a jamais eu aucun désaccord. Mais même pas genre ah bon j'aime pas trop mais si tu veux on le fait quoi. C'est dingue, hein, c'est très marrant. D'ailleurs, par rapport à cette numérotation, vous êtes, je crois, le seul éditeur à numéroter les livres, et ça, c'est très surprenant. Donc là, Tiger, pardon, c'est le numéro 37. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'était quelque chose de comme une marque dans le temps, comme une sorte d'érosion? Pourquoi avoir C'est un numéroté fétiche. ces textes? Certains sont fétichistes du livre, on en parlait tout à l'heure, de l'objet livre, etc. Moi, je suis un fétichiste de la. Je pense que je suis un collectionneur, un collectionneur. Et donc, du coup, de la même manière que j'allais fouiner pour trouver des imaginaires Gallimard numéro 232 que je trouvais nulle part, enfin presque, quand je trouvais un imaginaire Gallimard chez un bouquiniste, avant de regarder l'auteur, avant de regarder le titre, j'ai le numéro, quoi. J'exagère, bien sûr, mais il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un peu de ça dans la numérotation. C'est-à-dire que montrer deux choses. Montrer qu'un catalogue, c'est une continuité, c'est-à-dire la progression des chiffres, c'est une progression dans le temps, c'est une progression dans le catalogue. C'est-à-dire j'adore le fait que quelqu'un qui voudrait découvrir l'ogre pourrait commencer par l'ogre numéro 1 et choisir de remonter le temps. Je trouve ça génial, en fait. Là, vous avez des sacrés clients là ce soir, parce que là, il y a des sacrés collectionneurs là. Oui, là. Cool. Et ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est donc montrer voilà, l'évolution du catalogue, la construction. Et puis un truc un peu, j'ai toujours pas refusé, mais en tout cas questionné la notion de collection. Et du coup, je pense que même si un jour on fait des collections, ce qui peut arriver, eh ben, ils auront quand même le numéro général de l'œuvre. Parce que c'est l'idée de montrer que même si un jour on fait des essais, même si un jour on fait littérature jeunesse, même si un jour on fait je sais pas quoi, en fait, ce sera toujours dans le catalogue général de l'œuvre. Ce sera toujours en lien avec le reste. J'espère que ça répond. Et justement, par rapport à ça, là, vous citiez la littérature jeunesse, des essais, etc. C'est quelque chose qui vous donne envie ou au contraire, c'est juste des idées, des exemples lancés comme ça? Non, c'est pas rien. Bon, disons que le projet de log, c'est, si je le résume différemment de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est d'essayer de réfléchir à comment on peut raconter le réel. La base, c'est ça. Et donc, forcément, ces dernières années, on réfléchit, notamment avec Fabien Clouette, à la création d'une collection de sciences humaines. Quand je dirais qu'on réfléchit, c'est que ça va se faire, il faut juste arriver à trouver les bons textes. Mais l'idée, c'est, ce qui me fascine toujours, c'est qu'est-ce que la langue peut faire au réel, la langue, l'écriture, quoi, le mot, pourquoi choisir, si on choisit tel mot, telle image par rapport à une autre, tout d'un coup, ça modifie les perceptions qu'on a du réel. Et se rendre compte au fil des lectures que cette contamination-là, en fait, on la retrouve aussi dans les essais, on la retrouve partout, en fait. Et du coup, l'idée qu'on puisse faire des essais qui puissent se lire comme de la poésie, presque, ou en tout cas qui puissent avoir les mêmes effets que la poésie. C'est-à-dire que on lit un essai d'un scientifique, on n'est pas en train de lire de la fiction ni de la non-fiction, c'est vraiment un essai, mais écrit dans une langue qui fait qu'on est en immersion dedans, totalement, dans une matière qu'on ne connaît pas. Ça, c'est effectivement un fantasme. Et j'espère qu'il pourra devenir réalité dans pas longtemps. Voilà, on planche sur plusieurs possibilités. Et quant à la jeunesse, c'est un vieux rêve avec Aurélien, parce que je crois qu'on est... En fait, tous les deux, on est animés par quelque chose de très ludique à l'œuvre. Ça ne se voit pas forcément parce que les livres sont souvent porteurs de messages durs, enfin en tout cas les univers sont... Mais en fait, tous les deux, on est des enfants, on est véritablement des enfants, quoi. Donc pouvoir publier des livres dont vous êtes le héros, des livres-jeux, des livres pour enfants, ça nous plairait beaucoup. On a publié au tout début de l'œuvre un auteur que j'adore qui s'appelle Lucien Gagnère. On a publié son seul roman
qui s'appelle L'Orage et les loutres. Il est mort maintenant, il n'a même jamais publié son livre de son vivant. Et en fait, il se trouve qu'on a découvert qu'il avait fait une version pour enfants de ce livre. Et on s'est toujours dit qu'on éditerait ce livre pour enfants, voilà, qu'on se laisserait cette possibilité, si un jour on reçoit un livre pour enfants qui nous plaît, de le faire, si un jour on reçoit un livre de photos qui nous plaît, de le faire. C'est de considérer la narration vraiment sous toutes ses possibilités. Par exemple, on nous demande, compte tenu du fait que nos livres ont une proximité avec la poésie assez forte, on nous propose souvent de la poésie, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne s'interdit pas. On a publié des formes qui se rapprochent de la poésie, ou même des poèmes en tant que tels. Ça nous est arrivé, notamment avec Claro, Comment rester immobile quand vous êtes en feu, par exemple. C'est vraiment de la poésie, voilà, il n'y a pas photo. La question du genre et la question de la forme nous importe, je crois, en réalité, pas vraiment. D'accord. Alors, on va peut-être passer à Eric, justement, et à son deuxième roman, donc, Tiger. Vous ne nous avez pas facilité la tâche, Eric, parce qu'il est quand même très exigeant, ce livre, et tant mieux, ça sort de l'ordinaire, clairement. On va peut-être faire un petit pitch. On est quand même dans une société, on va dire, dans un futur proche. On pourrait dire ça ainsi, dans une Chine qui est, entre guillemets, gouvernée par une sorte de doctrine. C'est pas simple de résumer le livre en même temps. Je pense que vous allez le faire mieux que moi. En tout cas, j'y ai vu des références à Mad Max, peut-être. En tout cas, ça m'a fait penser à un univers cinématographique extrêmement fort. Et votre parcours, qu'on va peut-être découvrir aussi ce soir dans le cinéma, fait que votre écriture est également cinématographique. Oui, je sais pas. Je sais pas si mon parcours en tant que projectionniste, hein, puisque voilà, c'est principalement mon métier et ce qui me fait vivre, a pu influencer et ma passion du cinéma a pu influencer sur mon écriture. Mais oui, c'est un truc qu'on me dit souvent. Euh, ouais, il doit y avoir quelque chose comme ça. Ouais, je suis passionné d'image depuis longtemps et de littérature en même temps. Et c'est vrai que j'ai essayé d'abord de m'exprimer de cette façon-là, en filmant. Et petit à petit, je me rendais compte que voilà, c'est comme on dit, stop downloading et start uploading. Au bout d'un moment, quand on lit beaucoup, à un moment donné, on se dit que voilà, il faut peut-être à son tour passer à l'acte, quoi. Ouais, mais c'est vrai que j'entends souvent cette notion d'écriture visuelle, mais il n'y a pas derrière de volonté d'absolument de le raccrocher à un univers cinématographique. Voilà. Alors que voilà, c'est sûr que le cinéma, pour moi, et l'image en mouvement a toujours été très, très importante, quoi. Mais non, par contre, ce que j'aime, c'est la sensorialité et l'immersion. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, et, en tant que lecteur d'abord. Ouais. Quelles sont vos influences justement par rapport à cela? Parce que sincèrement, dans le livre, il y a énormément de choses, énormément de décors, comment dire, on voit par exemple qu'une femme peut s'acheter comme si on achetait par exemple du sel ou du poivre, à quel point c'est assez facile, que des cadavres sont cuisinés, qu'il y a une vente d'enfants, qu'il y a des combats de chiens, trafic de corps. Il y a quand même énormément de choses qui sont plutôt, entre guillemets, qui sortent du présent. Mais justement, comment vous est venu tout ça? C'est-à-dire que véritablement, ça demande une imagination totale. J'aimerais véritablement savoir comment vous êtes arrivé à créer ce nouveau monde. On peut dire, j'oserais pas dire que c'est une dystopie, mais pourquoi pas? Je ne sais pas. Malheureusement, c'est pas du tout une dystopie, hein. Je dis pas ça pour vous embêter, Anthony, hein, mais malheureusement, quand on se documente un peu, on voit qu'on est dedans, hein. On est complètement dedans. Comment je suis arrivé à ça? En me documentant énormément, et puis j'avais des sources qui datent de 2007, donc je l'ai mis un peu dans un futur proche pour me permettre
d'augmenter un peu la puissance et les potards certains, sur certains points dans Tiger, mais le contrat social en Chine, il est déjà là et c'est un peuple marchand depuis la nuit des temps. Et quand on se renseigne justement un peu sur tout ce qui est trafic humain, etc., moi j'ai lu énormément de choses, des ouvrages sur le crime organisé en Asie, sur des universitaires qui remontaient certaines pistes. Et j'avais des sources, moi. Donc, en fait, je suis parti au Japon 1 an en 2007 à 2008. Et pour parler le japonais, bon, vous inquiétez pas, parfois je digresse, mais je vais revenir sur mes pattes, quoi. Quand je suis parti au Japon, je voulais filmer, faire un documentaire là-bas à Kyoto. Par contre, je voulais m'approcher au plus près du japonais, donc je voulais apprendre la langue. Et il s'avère que l'école dans laquelle j'apprenais le japonais tous les matins, elle était fréquentée principalement par les voisins du Japon, soit beaucoup de Chinois, Taïwanais, Coréens, Thaïs, etc. C'était une petite école pas très chère et orientée pour le business. Donc, tous ceux qui étaient dans cette école, en fait, étaient là pour faire du business avec le Japon. Et principalement, à l'époque, des Shanghai Boys, soit des jeunes de Shanghai un peu fortunés qui venaient, en fait, parfaire leur japonais pour faire du business avec eux. Et très vite, en fait, c'est devenu mes premiers amis, en fait, là-bas. On n'avait pas d'autre choix que de parler anglais ou japonais. Et très vite, en fait, ils m'ont mis au diapason. C'est-à-dire que il ne faut pas se leurrer. La Chine encore, déjà en 2000, là je parle d'amis chinois que j'ai eus en 2007, ces gens-là étaient très 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 virulents et ça depuis déjà 1 ou 2 générations, depuis la politique un peu pas plus qu'agressive, impérialiste que le Japon a eu vis-à-vis de la Chine avec leur annexion de la Mandchourie, Nankin, etc. Et ça, les gens que j'ai côtoyés à cette période-là, ils m'ont tout de suite fait ressentir. Ils étaient au Japon pour, ça serait réducteur de dire une vengeance personnelle, ils étaient d'abord là pour faire du business, mais ils étaient là pour rendre la monnaie, quoi. Et à partir de ça, j'étais ami avec eux, je suis toujours ami avec eux, mais parfois, en fait, j'avais honte, quoi, de participer à certaines conversations parce que ça partait très très loin et dans l'idée de maintenant, ils étaient plus dominés, ils allaient être dominants dans les années à venir et ils prévoyaient un conflit ouvert à tous les niveaux, que ce soit militaire ou au niveau d'un point de vue économique. Et ça, je l'ai toujours, quand j'ai quitté le Japon, je l'ai toujours gardé au fond de moi. Et quand j'ai terminé la rouille, j'avais envie de parler d'autres choses, d'exil. Parce que quand je suis parti au Japon, j'étais un espèce de misanthrope de 30 ans qui n'en pouvait plus de ce qui se passait en France. Et quand je me suis retrouvé, j'avais prévu de faire un tour de l'Asie. Et finalement, j'ai dû retourner 10 fois au Japon pour comprendre ce qui m'était arrivé parce que j'ai eu un vrai coup de cœur avec ce pays. Et voilà. Par contre, mes premiers amis là-bas, ça a été justement de jeunes Chinois. Et l'image qu'ils m'ont renvoyée de la Chine, elle était terrible. Et quand j'ai décidé d'écrire Tiger, je voulais parler de ça, justement, de ce que c'est que de se retrouver dans un pays autre que le sien, un peu en territoire hostile, et bizarrement, c'est ça qui m'est revenu. Donc là, j'ai voulu me mettre à jour de ce qui se passait là-bas. Et c'est là, en fait, où on dit qu'il faut parler, il faut toujours écrire sur ce qu'on connaît
j'avais quelques trucs, mais il a fallu que je pousse. Il a fallu que j'aille plus loin vis-à-vis du sujet que j'abordais. Et à la fin, j'ai opté pour basculer un peu et extrapoler les événements et les faits qu'il y a dedans quelques années dans le futur. Parce que c'est pas que j'avais peur en fait, de retomber quelconque, mais ce que je découvrais, en fait, c'était de la science-fiction, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est bien réel, malheureusement. Donc, je peux lire à l'intérieur. Et encore, croyez-moi, j'ai pas tout mis. Hein. Avec, encore une fois, comme pour la rouille, aucune volonté de faire quelque chose de trash, de violent, de post-apocalyptique. C'est toujours ce que j'entends quand j'écris un livre. Non, je plaisante, mais j'ai jamais eu la volonté de faire quelque chose de violent, que ce soit pour la rouille ou pour Tiger. C'est juste que ouais, j'aime les choses qui remuent quand même, et je pose toujours des bases qui me semblent intéressantes, et très vite je me fais déborder par la situation, par mes personnages. Et après, c'est juste une histoire de sincérité. Quand on veut être sincère avec eux et vrai avec eux, ça peut difficilement voilà, se passer bien, quoi. Donc, voilà. Après, voilà, là, vous avez que Benoît ce soir, mais Aurélien est dans l'ombre. Je ne sais pas s'il nous regarde, mais Aurélien, par exemple, sur Tiger, a souvent insisté pour que je retire en fait certains moments qu'il jugeait trop durs. Et ces moments, je ne les avais pas tirés de mon imagination, je les avais sortis de publications du CNRS, quoi, sur le crime organisé en Chine, etc. Et bon, voilà, je ne veux pas faire de la Chine l'empire du mal, mais aujourd'hui, voilà, il y a on parlait du contrat social tout à l'heure aussi, enfin, c'était évoqué, et les dérives sécuritaires, la façon le passeport biométrique, tout ça est en cours. Hein, est en cours. Ce qui est marrant, Eric, c'est que tu dis que on est toujours proche de la dystopie. En tout cas du côté post-apocalyptique. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on fait référence à Mad Max, etc. Mais je pense que c'est plus la dimension cinématographique qui prime dans ce contexte-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que derrière une apparence de violence, il y a une réalité de violence. Tes deux livres sont quand même deux livres sur l'amour. Ou en tout cas sur la possibilité de l'amour. L'idée d'un côté, dans la rouille, ce gamin qui essaye d'aimer ou de trouver l'amour, enfin trouver une forme d'amour, de trouver une forme de relation, quoi. Et dans Tiger, que ce soit le personnage des sables russes qui doit se reconstruire après la perte d'un amour, ou tous ces gamins dans le refuge qui doivent également reconstruire leur capacité à aimer et à se faire aimer. C'est un sujet qui dépasse largement en fait, la dimension sécuritaire ou post-apocalyptique qu'on peut ressentir. Oui, c'était l'histoire de Tiger, elle n'est pas née justement de ça. Hein. Elle est née de faire un roman différent de La Rouille. J'avais envie de tuer complètement ce premier roman en fait pour rebondir sur quelque chose de nouveau, à la fois dans mon écriture et dans l'histoire, etc. Et surtout que La Rouille, pour moi, c'était quelque chose de très, très, très personnel. Donc là, j'avais envie d'aller vers autre chose. Et finalement, je me suis fait rattraper par énormément de choses encore liées à mon expérience de vie, comme justement on vient de l'évoquer, quoi. Ce voyage au Japon et ces amis qui revenaient me hanter quand j'ai commencé à poser les bases de ce roman. Mais c'est vrai que l'idée de départ de Tiger, c'était déjà de faire quelque chose de girl power. La Rouille est tellement masculin et tellement brutal, et j'ai tellement entendu de choses autour de ça pendant les festivals où les gens... il y avait deux choses qui revenaient tout le temps. C'était cet univers
terrible machiste d'homme de No Woman's Land. Et l'idée aussi de où ça se passe. Alors ça aussi, je l'ai souvent entendu, mais où ça se passe, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est où, etc. Donc je m'étais dit pour le deuxième, là vous allez pouvoir le géolocaliser les enfants, il n'y aura pas de problème, et c'est big sur la carte, vous verrez bien où ça se trouve. Mais l'idée c'était ça, c'était de faire un roman féminin. Bon, vous me direz, hein, je vois qu'il y a beaucoup de filles ce soir dans les petites fenêtres qu'il y a autour là. Donc ouais, c'est ça, ouais. Donc, vous me direz si j'ai réussi à faire un roman un peu plus féminin en fait que celui d'avant. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est Benoît et Aurélien qui me disent aussi souvent de quoi parle Mélie. Sur la rouille, on était arrivé, il y avait un truc sur la quatrième de couve, comme quoi c'était un roman sur la faillite de l'amour. J'étais à waouh. Et souvent, c'est eux qui me parlent le mieux de ce que je fais, en fait. Pour Tiger, j'avais un autre challenge, c'était d'avancer avec 3 personnages en parallèle. J'avais pris beaucoup de plaisir de lecteur sur, je me rappelle, c'était Spook Country de William Gibson. Il y a un livre absolument génial et il avançait de front avec 3 personnages. Et à chaque chapitre, on prenait un plaisir fou à retrouver chacun de ces 3 personnages. On attendait pendant tout le roman le moment où ils allaient se croiser. Et ça, pour ce deuxième, ça m'est revenu aussi. Je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien tenter ça. En donnant la part belle, pour le coup, à 2 personnages féminins et un masculin. Et bien évidemment, le personnage masculin, autant dans La Rouille, c'était un adolescent voilà, qui parlait beaucoup de ma propre adolescence aussi. Autant là, je voulais m'écarter de ça. Mais ce personnage masculin qui s'est retrouvé tout seul au milieu de toutes ces femmes-là, il était un peu perdu parfois et je pense que j'étais aussi perdu à ce moment-là. Donc j'ai appelé à l'aide au bout de 50 pages Benoît et Aurélien en disant bon voilà voilà ce qui se passe là, je suis en train de partir dans une direction. Mais j'avais pris par exemple ce personnage masculin, il était dans un tel flux, dans un tel désarroi que j'avais décidé de supprimer toute ponctuation. Ce n'était qu'un flot en fait. Et finalement c'était comment dire, c'était pas nécessaire. Mais pour moi, à l'époque, ça l'était. Donc, je savais que c'était un parti pris qui était risqué. Et c'est la première fois. J'ai écrit 2 livres, hein, donc on va pas chercher bien loin. Mais en tout cas, voilà, je pense que là, je suis en train de travailler sur autre chose. Je sais que je l'enverrai. Ça tombe bien parce que j'ai entendu Benoît tout à l'heure qui parlait de romans jeunesse, etc. Donc, il s'avère que je travaille sur un truc un peu young adulte là pour mon fils en fait. Hein. Mais si c'est correct, je vais peut-être le proposer à Benoît parce que bon, c'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Mais voilà, mais je pense que je lui enverrai le produit fini. Pour Tiger, ouais, au bout de 50 pages, je sentais qu'il y avait qu'il y avait des risques et je voulais pas aller trop loin dans l'écriture du livre. Avant qu'il me donne son avis sur ce personnage masculin. Et effectivement, il y avait un côté pas artificiel dans l'écriture, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on a pu le rectifier tout de suite. Et ce qui fait que ça a donné un roman beaucoup plus équilibré à la fin, quoi. Et beaucoup moins dur. Donc, Anthony, vous pouvez remercier Benoît ici présent parce que notamment le personnage d'Essad souffre beaucoup plus souffrait beaucoup plus dans la première mouture, quoi. Et Benoît m'a aidé justement, et Aurélien m'ont aidé à purger ce pauvre personnage de pas mal de misère, quoi. Ouais. Et je leur en suis reconnaissant pour ça, quoi.
En parlant de ce flow discontinu qui a failli donc voir le jour, le rythme est quand même extrêmement saccadé. Il y a des phrases très courtes, donc vous avez quand même conservé le rythme avec ces phrases-là, mais en rajoutant évidemment donc de la ponctuation. Oui, oui, j'ai harmonisé un peu le tout, quoi. Ouais, 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 ouais. C'est vrai qu'après, ce personnage-là, après, était en total décalage. Donc, voilà, tout était là, en fait. Donc, après, j'ai pas eu qu'à rajouter des virgules, bien sûr, mais, voilà, il a fallu harmoniser et synchroniser tout ça. On a pas mal retravaillé sur le texte, le chapitrage, on a pas mal bougé avec ça, mais c'est ce qui est passionnant avec eux, en fait. C'est pour ça voilà, que j'aime bosser avec ces deux-là, c'est que, c'est que, ouais, ça m'apporte personnellement beaucoup, quoi. Je passe des nuits. Quand je dis ça, c'est parce que c'est très, très dur. Et quand c'est difficile, voilà, c'est comme à la fin d'une grosse journée, on est content d'avoir réussi à arriver tout là-haut. Et voilà, c'est un peu ça. Moi, parfois, voilà, on met beaucoup de nous en fait là-dedans et quand, enfin moi en particulier, enfin je sais pas, je pense que la plupart des auteurs d'aujourd'hui, voilà, mettent du leur et quand ça c'est disséqué en fait, mis sur la table, parfois ouais, ça fait mal. Donc il m'est arrivé moi de passer des nuits à me dire et si je retire ce paragraphe, si je retire ces 10 lignes, il y a plus d'âme en fait derrière. Enfin, et en fait après on en discute et après je me perçois que non, qu'ils avaient raison. Et il y a un truc qui m'a beaucoup aidé là-dedans et c'est rigolo parce que il y a une petite fenêtre là qui vient de s'ouvrir là, et je vois quelqu'un, je vois quelqu'un en fait qui m'a beaucoup aidé aussi vis-à-vis de ça. C'est une amie qui au retour du Japon a vu en fait mon film, j'avais fait un documentaire là-bas qui a duré 12 heures au début et qui après a fait 4h20 pendant longtemps. Et c'est une amie qui m'a aidé à faire du montage là-dedans. Et, et on a beaucoup travaillé avec elle justement sur cette histoire de montage et cette histoire de comment dire, de choses qui tiennent à cœur mais qui ne parlent qu'à vous-même. C'est-à-dire que quand j'ai tourné ce documentaire sur 1 an, je suis revenu avec à peu près 60 heures de rush. J'en ai fait 12 heures que je trouvais correctes et ensuite 4 heures où à la fin, voilà, je pouvais plus tailler davantage. Et en fait, quand elle l'a vu, en fait, on va pas, elle est juste là, hein, c'est Flora Fanzutti là. Elle est toute petite dans sa fenêtre, hein, voilà. Et Flora Fanzutti, en fait, elle est à l'époque, elle sortait de l'école de photo d'Arles et elle avait souffert pendant 3 ans là-bas. Je crois que c'était ça, 3 ans. Hein. Et elle avait énormément souffert parce que c'est une école très très dure aussi où justement on vous met à rude épreuve vis-à-vis de chaque photo, chaque cliché que vous devez ramener. Vous mettez votre âme là-dedans et vous, on vous dit mais non, mais en fait ça ne parle qu'à vous, quoi. Et elle m'a mis au diapason de ça. Et ça m'a énormément aidé après à moins souffrir avec les hommes. C'est-à-dire que quand on vous dit que c'est pas qu'une question d'aspect technique, c'est une question d'amour, pas d'amour propre, mais souvent vous vivez quelque chose et, et vous pensez qu'en faisant une captation de ce moment-là, une capture d'écran, voilà, de votre psyché à ce moment-là, vous pensez que ça suffit pour bouleverser le monde entier, quoi. En fait, pas du tout. Vous avez vécu ce truc-là, mais si vous n'avez pas en fait la justesse nécessaire pour le retransmettre après, ça ne fonctionne pas. Ça ne parlera qu'à vous. Et ça, c'est un boulot, voilà, c'est un boulot de deuil à faire sur soi-même, sur ses créations, sur une partie de sa façon de travailler, que ce soit des images ou un texte. Et c'est avec Flora, justement, qu'on avait travaillé ça, où j'ai beaucoup souffert et où, à la fin, j'étais ravi.
de cette collaboration finalement, parce que de ce boulot à plusieurs, parce que on a besoin parfois d'un regard. C'est plus qu'un regard extérieur, c'est un vrai partenariat. Et avec Benoît et Aurélien, la première version de la rouille aussi était différente, quoi, très très différente. Et pour Tiger également. Et voilà. Et je sais qu'on parlait des auteurs que j'ai pu croiser lors de différents festivals après. Et le boulot sur le texte, et ce boulot justement, que ce soit sur l'exigence de la langue autant que sur la question du montage, du rythme. On parle sur la rouille, il y avait un chapitre qui justement faisait baisser à un moment donné le rythme. Et ce chapitre, d'ailleurs, a nourri une partie de Tiger parce que je savais qu'il y avait quelque chose de vivant à l'intérieur. Et j'ai dû le faire sauter à la fin parce que c'était pour le bien du texte. Mais je savais dedans qu'il y avait quelque chose de vivant. Et c'était ça, voilà, ça a généré une partie de Tiger après. Mais c'est très, très rare cette exigence et ce suivi de l'auteur et du texte dans le monde de l'édition. Ouais. Amandine? Et après, on reviendra avec Benoît sur votre relation à tous les deux, notamment sur le travail du texte. Amandine, c'est à toi. Oui, est-ce que vous m'entendez bien déjà? C'est bon. Ok, alors je voulais juste simplement revenir rapidement sur l'idée des personnages. Et alors dites-moi si je me trompe, peut-être que je fais un peu une surinterprétation là-dedans, mais je me disais aussi que leur psychologie devait refléter un petit peu votre écriture, qui est un peu saccadée, et donc, je ne sais pas, comme si on ressentait un peu la souffrance dans votre écriture. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a... Oui, en fait, j'essaye de vivre mon texte, en fait. Et c'est pour ça que parfois ça m'échappe. C'est-à-dire que je me mets dans la... C'est pas de l'acteur studio, mais presque. Quand j'écris, je vis le texte. Une fois, j'étais au FIRN, au Festival du roman noir à Frontignan en tant que fan. Et j'entendais il y avait justement une table ronde sur ça, sur la façon dont on écrit et la façon dont on voit en fait le livre avant de l'écrire en fait. Et c'est Fred Vargas qui disait qu'elle, pour écrire, elle voyait un film. Elle avait un film devant les yeux et il lui suffisait en fait de coucher après, d'écrire en fait les scènes qu'elle voyait dans ce film qui se jouait. En fait, moi, je vis le chose. Je fais des plans très détaillés de ce que je dois faire, de ma progression dans la journée, dans l'histoire. Donc, j'ai des carnets qui sont bourrés à la gueule, en fait, de tout un tas de références et d'endroits, d'odeurs, de lieux, de couleurs à ne pas rater sur tel et tel chapitre. Et quand je me mets à écrire, tout ça, c'est dans un coin de ma tête. Et après, je vis la chose. Donc, quand je vis la chose, je suis sur place, quoi. Je suis à la place de chacun. Et la volonté du rythme saccadé, elle est pas c'est chez Asphalt, il y a Edir Augusto qui écrit comme ça, qui écrit des phrases très très courtes et je trouve ça vraiment super, mais c'est son style. Moi, j'ai parfois tendance à faire des phrases très longues et Aurélien souvent me rajoute des virgules un peu partout. Et je sais parfois que voilà, en écrivant maintenant, je commence à les connaître et je sais qu'Aurélien va me mettre des virgules un peu partout et maintenant je dis plus rien. Mais j'ai parfois aussi, en fonction de la situation, tendance à faire des phrases très longues. Là, peut-être que sur celui-là, les émotions étant plus extrêmes, peut-être que c'est vrai que ça a tendance à être plus court, à avoir un style plus
plus lapidaire, plus sec. Mais en fonction de... C'est pas vraiment voulu, c'est vraiment en fonction de l'émotion du moment, quoi. Ouais. Tout à l'heure, Eric, vous disiez que ce sont les éditeurs qui parlaient le mieux de votre livre. Alors j'aimerais véritablement avoir l'avis de Benoît sur ce livre, notamment le pitch pour ceux qui ne l'ont pas lu encore, parce qu'il est sorti aujourd'hui, donc forcément peu l'ont lu encore. Mais justement, comment on pourrait, sous le regard de l'éditeur, comment vous l'avez vécu, comment vous avez vécu cette histoire-là? Est-ce que vous aviez des doutes? Au contraire, j'imagine que non, parce que vous l'avez publié et que votre liste de manuscrits est immense. Donc j'imagine qu'il n'y avait aucun doute par rapport au succès de ce texte-là. Mais qu'est-ce que ce texte-là vous a fait ressentir, Benoît? En fait, c'est très touchant de travailler avec un auteur comme Eric parce que on sent une implication totale, physique, émotionnelle, personnelle, etc. dans l'histoire, tout est proche d'Eric en fait. Évidemment, il n'a jamais été dans un refuge en Chine, garder des enfants, protéger des enfants sortis de cartels mafieux, etc. Mais il y a un engagement qui est extrêmement fort. Et c'est vrai que je me rappelle la première fois qu'on a parlé de Tiger, c'était en Suisse, parce que Eric a reçu un prix, le prix des libraires Payot, et donc du coup on était invité à Genève. C'est la première fois que j'étais en Suisse, j'y connaissais rien, c'était super marrant, et on était au bord du lac, le lac Léman, là, et on a parlé la première fois de Tiger. Et c'est vrai que toujours en fait, quand on parle avec Eric, j'ai l'impression que le livre va être super dur, très violent, etc. Et en fait, on est rattrapé par une forme d'humanité, une forme de lumière. Moi, c'est ça qui m'a toujours touché, que ce soit dans La Rouille ou dans Tiger, c'est que derrière une matière qui, elle, est noire, mais en fait qui n'est pas si présente que ça, parce que, juste pour faire un petit pitch rapidement, Tiger, c'est l'histoire d'un refuge. Donc en fait, quasiment 90% du texte se passe dans le refuge, ou en tout cas à proximité, avec des personnages qui viennent du refuge, donc c'est des dialogues avec des enfants, etc. Enfin, 90%, j'exagère, mais bien plus de la moitié, quoi. Donc ça donne au texte une lumière très particulière. Et l'histoire de ce refuge qui accueille des enfants qui sont effectivement sortis de réseaux de prostitution, de réseaux de trafic divers entre la Chine, la Russie, etc. Et ce refuge fonctionne bien. Enfin, en tout cas, quand on arrive dans le refuge, tout a l'air de bien fonctionner. Et il se trouve qu'à un moment arrive dans ce refuge un mafieux russe qui s'appelle Essad, qui lui fuit la Russie parce qu'il est tombé amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Tiger, prostituée chinoise, enfin, d'origine chinoise, il a voulu sortir de l'emprise de son souteneur, et de son proxénète, et qui du coup finit par tuer en fait, parce que elle s'enfuit, et voilà. Et du coup, à la fois, il a quand même tué son amour, quoi. Donc il fuit la Russie à la fois pour se protéger des réseaux mafieux qui le recherchent, et en même temps il fuit pour se fuir lui-même parce qu'il est complètement détruit, etc. Et finalement, quand il arrive dans ce refuge, à la fois on sent qu'il en fragilise l'équilibre, puisqu'il arrive avec un autre gamin, etc. Et dans cette fuite, finalement, il va amener les réseaux mafieux à s'intéresser à ce refuge et à vouloir récupérer l'enfant, voire le récupérer lui. Mais c'est pas le seul effet qu'il provoque. Aussi, il fragilise l'équilibre, je dirais, émotionnel, relationnel qu'il y a là-bas, puisque c'est un des seuls adultes sur place en fait, qui n'a pas de rôle à jouer avec les enfants, qui n'a pas un rôle protecteur, qui n'a pas un rôle d'éducation, qui n'a pas un rôle d'organisation, etc. Il est aussi là pour, d'une certaine manière, se reconstruire, quoi. Donc c'est un livre qui est super beau pour ça, parce que c'est un livre sur la possibilité d'un refuge dans un monde qui est d'une noirceur folle. Est-ce qu'un refuge est possible? Est-ce qu'on peut... Parce que la tension, on va dire, narrative, elle s'articule à la fois autour des enfants. Est-ce qu'ils peuvent se sortir de ça? Autour des salles, est-ce qu'il va pouvoir retrouver une capacité à aimer, etc. Mais aussi, tout bêtement, autour du refuge. Comment ils vont sortir de cette espèce de situation un peu inextricable. Et autour de cette tension-là gravite un personnage que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Os de Tigre, qui est une chamane, une ancienne prostituée, qu'on voit apparaître
que dans des situations épiphaniques, je dirais, où en fait c'est une espèce de Kill Bill, quoi. On la voit que rentrer dans des maisons, se saisir du premier objet qui apparaît et tuer un homme qui est soit un proxénète, enfin quelqu'un qui, voilà, à un moment donné, a enlevé un enfant, enfin voilà, participer à ce trafic. Elle est très perturbante d'ailleurs. Elle est très Ah, perturbante. elle est incroyable parce qu'elle est d'une violence folle. Elle tue les gens. Elle tue les gens avec un club de golf, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas du tout esthétisé, quoi. C'est quelque chose d'assez rapide, etc. Et en même temps, on sent que derrière elle, il y a quelque chose de très. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est quand même le cœur du livre. Derrière elle, c'est pas juste une personne isolée qui venge ou qui protège, quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort, un lien qui unit tous ces personnages, etc. Donc ça, c'est la partie, voilà, c'est le roman, c'est la construction, etc., qui est habile, qui est pour tout ça. Bon, c'est un roman qui a des qualités qu'on retrouve aussi dans d'autres livres. Mais je trouve que ce qui fait la différence avec Eric et avec Tiger, c'est cette capacité à être dans la noirceur, mais à nous faire rencontrer, à nous faire ressentir, pardon, à nous, une lumière. C'est-à-dire qu'à aucun moment, bien sûr qu'il y a une empathie, surtout dans La Roue, il y avait encore plus d'empathie, puisque c'est un gamin, et je pense que tout lecteur de La Roue, à un moment donné, s'est senti dans la peau de Noé, ce gamin de 14 ans, qui doit passer un rite initiatique, qui est complètement paumé, etc. Donc l'empathie joue, mais c'est pas que ça. Il y a quelque chose de plus, quoi. Et c'est cette capacité à faire émerger la lumière, faire émerger l'amour, malgré tout. On dit souvent on dit souvent que c'est implacable, qu'il n'y a pas d'issue, etc. Là, non seulement il y a une issue, ça finit bien, enfin, d'une certaine manière, il y a quand même une résolution qui est positive, mais en plus de ça, j'ai toujours eu le sentiment d'être accompagné par une lumière qui était essentielle pour pouvoir survivre, quoi, respirer dans cet environnement. J'espère que je l'ai bien résumé. C'est un peu, c'est pareil, moi ça me touche, quoi. C'est un peu émouvant. C'est pas facile à pitcher comme ça. Face à un libraire, oui, d'accord. Mais là, comme ça, on en parle depuis presque une heure. Il y a, je sais pas, j'ai trop envie de dire de choses dessus, quoi. Ouais, c'est très délicat. Je ne sais pas si Eric veut rebondir là-dessus. Non, non, non. Moi, à chaque fois que Benoît parle de mes trucs, je suis tout oui. Je suis fan. Je suis fan. Justement, par rapport, moi je vous ai vu un petit peu, Eric, comme une sorte de lanceur d'alerte en fait. Est-ce que véritablement votre propos de cette description de la Chine, donc qui est réel pour le coup, autant pour moi, mais est-ce qu'il y a véritablement un message aussi derrière en disant au public français et peut-être prochainement étranger, en disant attention, ça commence à dériver en Chine? Ça dérive Oh, déjà bah, depuis longtemps d'ailleurs. Ah oui, mais pas qu'en Chine, hein. Non, on va y aller à fond, hein. Vous savez, vous avez dû entendre parler de Huawei, en fait. Je le prononce peut-être mal, mais le fabricant de portables chinois. Ben, voilà, enfin, quand vous regardez un peu sur eux, Huawei, ils sont connus, par exemple, pour travailler avec l'État chinois et aujourd'hui, les pièces détachées, elles équipent la plupart même pas que les pièces détachées, je crois que les caméras de Valenciennes, par exemple, sont du matériel Huawei 100%. C'est devenu la ville, c'est pas une résidence surveillée, c'est une ville surveillée. Et ça, c'est ce qui aujourd'hui équipe la plupart des carrefours et même des interphones de Chine aujourd'hui. 1984, on en est loin, hein. Non, c'est pas le but, hein, c'est pas le but du roman, mais si on décide de s'y pencher un peu, oui, c'est assez incroyable ce qui se passe, quoi. C'est assez incroyable. Donc, je pouvais pas parler de, de la Chine sans évoquer ça. Et ouais, non, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus encore?
Non, après, voilà, oui, oui. Oui. D'ailleurs, la couverture que Benoît a dessinée, est-ce le caractère, le pictogramme, ça veut dire Tiger ou pas du tout? Oui, Oui, ouais, tout à fait. Ouais. C'est une manière, le tigre, en Chine, c'est très particulier. C'est vraiment, moi, j'y connais rien, hein, mais de ce que j'ai pu, de ce que j'ai pu lire, j'ai l'impression que c'est une symbolique qui est très forte, quoi. Donc, je trouvais ça intéressant de rétablir à la fois le lien direct avec la Chine et avec cette espèce de tigre qui est à la fois un symbole de puissance, bon, évidemment pour nous, de sauvage, etc. Mais là-bas, c'est quand même aussi un animal dont on mange toute une partie du corps parce qu'on lui prête des vertus médicinales assez fortes, etc. Enfin, il y a... Aphrodisiaque. Ouais, aphrodisiaque. Voilà, oui, en plus, aphrodisiaque. Ouais. Donc, je sais pas. Je trouve que c'est intéressant parce que je pense pas qu'Éric ait eu un. Enfin, moi, j'ai jamais lu ça comme un roman à thèse, entre guillemets, c'est-à-dire avec un objectif politique derrière à dénoncer quelque chose, etc. Pour non, c'est un autant, prétexte. ouais, Une c'est un sorte de prétexte. prétexte. Pour autant, c'est quand même assez rare de livres. Moi, j'ai jamais lu de livres qui ne soient pas écrits par des Chinois, qui me mettent autant dans une ambiance, je sais pas, matériellement, enfin, on le ressent quand on y est, on est vraiment dans une matière euh, chinoise, etc., dans les dialogues, dans les rues, enfin je sais pas, c'est quelque chose de très, je trouve ça très très beau, cette capacité à faire des images, quasiment du documentaire, quoi. Alors qu'en réalité, bon, c'est pas le sujet, mais c'est quand même, ça participe complètement, je trouve, la puissance de ces images-là participe complètement au déploiement de la fiction. Par rapport à ça, Eric, justement, est-ce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez énormément renseigné sur la Chine en elle-même en tant que pays, mais par rapport aux auteurs chinois, est-ce que vous avez déjà lu plusieurs auteurs chinois et notamment, est-ce que vous avez, quelles ont été, entre guillemets, vos influences littéraires? Vous disiez tout à l'heure que vous lisiez énormément. Qu'est-ce que vous lisez, Eric? Alors, vis-à-vis de Tiger, en fait, c'est principalement un auteur. Bon, c'est peut-être un peu réducteur, mais en tout cas, vis-à-vis de la littérature, c'est Matian. Matian qui vient de sortir d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, China Dream, et qui avait aussi écrit Beijing Coma et notamment Chemin de poussière rouge aussi, qui sont des livres qui m'ont énormément marqué. Et en gros, comment dire, ça me suffisait. J'avais pas envie d'en lire davantage, en fait, de peur, voilà, j'avais encore des images de Beijing Coma et un des personnages au départ dans Tiger devait avoir des liens avec Tiananmen, quoi, avec ce qui s'était passé sur la place Tiananmen, tout ça. Tellement j'étais dedans. Et ça, c'est pareil, c'est Benoît et Aurélien qui m'ont dit, mais tu es trop documenté. Il faut que tu repenses le texte en oubliant maintenant toute ta documentation. Et c'est vrai qu'au début, le personnage masculin étant russe, il y avait une démonstration de ma part des liens entre la Russie et la Chine. Enfin, c'était pas un thriller géopolitique, mais il y a tellement de choses qui se passent aussi entre ces deux pays qu'il y avait ça aussi dans le roman au départ. Et c'était un peu hors sujet, quoi. J'avais pas envie de transformer ça en essai sur les rapports entre ces deux géants de l'Asie, mais Ce sera pour la voilà. prochaine Donc, collection de Benoît, ça. ouais, peut-être. Mais en tout cas, non, vis-à-vis de la littérature, surtout, voilà, Matian, c'est vraiment un grand auteur chinois qui, bien évidemment, vit à Londres aujourd'hui. Vu ce qu'il raconte dans ses livres, effectivement, il est plus le bienvenu là-bas. Après, celui qui m'a le plus influencé, je crois, pour l'écriture de Tiger, c'est Wang Bing. Et Wang Bing, il est réalisateur, c'est un documentariste, en fait. Enfin, il fait des documentaires principalement. Il avait fait Le Fossé
qui était un film de fiction. Mais Wang Bing, quand il fait un documentaire, c'est pas en dessous de 3 heures souvent. Donc, quand j'écrivais Tiger, il s'est trouvé que j'aime bien les accidents, mais souvent, quand j'écris quelque chose, il y a des choses qui tombent et qui m'aident, en fait, qui tombent à point nommé dans ce que je suis en train de faire. Et quand j'écris, j'étais en plein dans Tiger et au cinéma est sorti son triptyque, là, cette trilogie qu'il a fait justement sur les camps de rééducation dans le désert de Gobi après la révolution culturelle, qui s'appelle Les âmes mortes. Et c'est 3 films de 3 heures. Donc, quand vous partez avec Wang Bing pendant 9 heures à la recherche des os, en fait, de tous ceux qui ont fait partie des 5% de la purge de Mao, vous ne ressortez pas indemne de ça. Et j'avais déjà vu les documentaires de Wang Bing avant, ça m'avait profondément imprégné, mais ça a fait que pendant l'écriture de Tiger, je ne pouvais pas aussi parler, je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas ne parler que d'un refuge fictionnalisé et ne pas évoquer en fait ce qu'il y avait derrière. Voilà. Donc, ouais, ça a été principalement mes influences, en fait, Wang Bing et Matian, en fait, vis-à-vis de la Chine. Et après, voilà, j'avais besoin justement de faire de la fiction pure et de penser à mes personnages, quoi. Et là, voilà, il fallait que je me retrouve seul face à eux-mêmes. Et c'est pour ça que je cherchais aussi à ne pas trop lire, en fait, pas trop lire et pas trop voir autour. On a tendance souvent à vouloir s'entourer de parrains littéraires, de parrains cinématographiques dans ces moments-là. Et souvent, en fait, ça dessert un petit peu. Donc voilà, j'ai essayé juste de les avoir pas loin, mais de pas non plus les prendre, me référer de trop près à eux. En fait. C'est rigolo, mais c'était Céline Minard, qui est une autrice que j'adore, quoi, et qui, à l'époque de Faillir être flinguée, j'avais été à une rencontre à Montpellier où elle défendait ce bouquin et je l'avais rencontrée après et elle me disait qu'à l'époque, j'étais loin voilà, j'avais envie d'écrire, mais j'étais loin de vouloir passer à l'acte encore. Mais elle m'avait expliqué que Faillir être flinguée, c'était un western et qu'on lui avait beaucoup reproché, justement, elle, en tant que petite Française, là, on lui avait beaucoup reproché d'oser écrire un western, quoi. Or, pareil, elle avait baigné dedans parce que c'était une passion pour elle. Elle a lu cette littérature. Enfin, elle est passionnée par ce genre-là depuis des années, et pas seulement cinématographique. Elle est d'une érudition vis-à-vis de ce sujet qui ferait pâlir. Elle pourrait faire pâlir Bertrand Tavernier à ce niveau-là, quoi. Et c'est vrai que, pareil, au bout d'un moment, j'avais tellement passé de temps avec déjà ces amis chinois que j'ai eus au Japon, puis les documentaires de Wang Bing, qu'au bout d'un moment, on se sent prêt. On se dit, bon, même si j'ai jamais été là-bas, je crois que je peux écrire quelque chose là-dessus. Parce qu'il y a ça aussi. C'est pour ça que j'avais écrit La Rouille ailleurs. C'est parce que, même si je connaissais très bien le milieu, j'avais besoin justement d'être dans un monde, en fait, voilà, que je puisse inventer de tout. J'étais sur un terrain inconnu, quoi. Donc, j'avais besoin de valider, en fait, intérieurement le passage à l'acte, quoi. Et bon, voilà, j'espère qu'on y croit. J'ai oublié, Eric, de vous demander peut-être de nous lire un extrait. Je ne sais pas si vous avez le livre à côté de vous. Pendant ce temps, pas à côté, mais je peux aller en chercher. Avec plaisir. Pendant ce temps, oui, avec plaisir. Pendant ce temps, je pose une question à Benoît, comme ça vous laisse le temps peut-être de le chercher. Ok.
Super, merci Eric. Benoît, ceux qui ont lu le livre et ont le livre ont le privilège de savoir, de connaître vos prochaines parutions. Et ça, c'est pas négligeable. Il y en a 4, mais on va peut-être parler uniquement de la prochaine, de Marie Cosnay, Comète et perdrix, qui sort en mars. Est-ce que déjà c'est toujours d'actualité, malgré la situation? Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit mot? Oui, Comète et perdrix. En fait, on a deux. Enfin, c'est une année particulière pour nous parce que, bon, comme pour tout le monde, le Covid et tout ça, le confinement, enfin, c'était très compliqué. Donc, j'ai voulu faire un programme du premier semestre qui soit resserré vraiment sur l'ADN de l'œuvre. Donc, il y a Tiger, Comète et perdrix. Bon, c'est une veine que Marie Cosnay développe, que j'aime beaucoup. Marie Cosnay, c'est de toutes les manières une écrivaine qui écrira et qui écrit toujours sur l'enquête. C'est toujours qu'est-ce qui s'est passé. Elle le déploie sous des formes de prose poétique, sous des formes de romans et de temps en temps sous des formes de récits. Elle avait notamment publié chez nous If l'année dernière, qui était aussi une forme de récit documentaire. Et là, Comète et perdrix, c'est l'histoire d'un fait divers et surtout la manière dont ce fait divers est devenu quasiment une crise diplomatique. C'est l'histoire de deux gamins, Robert et Gérald Finelli, deux enfants d'origine juive, de parents hongrois, qui ont quitté la Hongrie pour se réfugier en France pendant la guerre, qui vont être déportés, tués dans les camps. Et ces deux enfants sont, au moment où les parents quittent la France, les confient à une institution. Après la guerre, une des personnes qui s'en occupait, Antoinette Brun, refuse de les rendre. Et continue, alors même que la guerre est terminée, jusqu'en 1953, de les cacher et de les protéger jusqu'au point où, en fait, elle va organiser leur transfert en Espagne. Et ils passent la frontière tout près de chez Marie, le col des perdrix, c'est pour ça que ça s'appelle Comète et perdrix. Comète, c'est les réseaux de résistants qui faisaient passer les aviateurs britanniques à travers la Belgique, la France, puis l'Espagne jusqu'à Gibraltar pour qu'ils retournent en Angleterre. Et perdrix, donc c'est le col des perdrix. Et du coup, Marie, elle raconte non seulement cette histoire-là, bon, qui est relativement documentée, donc elle apporte pas grand-chose, si ce n'est quand même que les archives du pape ont été ouvertes pendant le confinement, et notamment révèle le rôle que le pape a joué dans cette espèce de bras de fer diplomatique entre la France, l'Espagne, le Vatican, les États-Unis, etc. Il y a un jugement qui ordonne à cette femme de rendre ses deux enfants et elle ne veut pas l'appliquer. Et l'Église la soutient. Le Vatican a toujours soutenu le clergé et les prêtres qui ont fait passer ses enfants en Espagne. Donc elle raconte cette histoire et derrière cette histoire, elle pose une question que je trouve assez fondamentale, qui est qu'est-ce qu'on fait quand on accueille, quand on protège, une question qui est quand même assez d'actualité avec l'exil qu'on connaît, etc. Et surtout, plus particulièrement à cette histoire, qui protège-t-on ou que protège-t-on quand on cache des enfants juifs en 1953 ? C'est une question qui est assez singulière et elle apporte une réponse hyper riche, hyper politique, hyper poétique aussi. Enfin, c'est vraiment une espèce de constellation qu'elle explore comme ça, de personnages. Ça prend une forme je sais pas, de thriller, de roman d'espionnage. Ça va vraiment jusqu'à... Enfin, tout y est convoqué, quoi, hein, la CIA, tout ça. Mais tout ça, c'est réel. Hein, c'est vraiment... Elle montre comment, d'un fait divers assez banal, même s'il est horrible, en fait, tout autour participe à la possibilité de sa réalisation, quoi. Et juste un petit mot, après Marie, en avril, on publie un livre auquel je tiens beaucoup, qui est Les aventures de Chinayeron, de Gabriela Cabezón Camara, qui est une autrice argentine contemporaine, qui est une relecture d'un poème fondateur argentin, qui est le poème de Martín Fierro, qui raconte comment Martín Fierro conquiert la Pampa, etc. Et en fait, elle relit ce poème un peu à la manière de, voilà, comme si finalement Pénélope avait, si c'était Pénélope qui avait vécu les aventures d'Ulysse, pardon, elle nous fait revivre toute cette épopée, mais sous l'angle de la femme de Martín Fierro, d'une jeune indienne de 14 ans. Et c'est un espèce de western queer complètement délirant
où on les voit vivre les mêmes aventures que ce gaucho, mais évidemment dans une perspective politique d'émancipation beaucoup plus forte. On est très 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 loin du récit colon dominant. C'est vraiment un texte magnifique. Voilà pour on voit la corrélation avec Marie Cosnay et Tiger, justement, par rapport au refuge. Hein. On voit que la ligne éditoriale est bien respectée. Eric, les enfants. Et comment? Et les enfants aussi. Oui, les enfants, bien sûr. Eric, je ne sais pas si vous êtes prêt, c'est bon? Oui, c'est bon. J'ai été chercher mon bouquin. Donc, je vous lis... qu'est-ce que je vous lis? Je vous lis le chapitre 1. Chapitre 1, le début du chapitre 1, il y a un chapitre 0, mais vous le découvrirez par vous-même. Je vous lis le début du chapitre 1. Ça vous va? C'est parfait. Allez. Marécage. Soujin rêve, debout, nu. Corps différent du sien, plus léger, svelte, aérien. Entièrement tatoué, alvéolé. Hexagone noir agencé en tuiles. Armure, carapassonnée. Elle avance dans l'eau glacée. Le froid comprime ses mollets comme 2 bracelets de force. Elle se fige, mais le niveau continue de monter. Sable mouvant sous ses pieds, boue épaisse qui grimpe le long de sa cuisse, murène grasse et huileuse. La jeune femme plonge les mains sous la surface, extrait la créature de l'eau en serrant sa tête. Un court boa couleur chair, qui ne se débat pas, aveugle, édenté. La bête lui parle, articule des mots silencieux. Soujin se penche pour l'entendre, comprend que c'est elle qui commence à manquer d'air. Elle suffoque. La bouche de la bête dessine un haut de ses lèvres ourlées et lui crache un jus sombre au visage. Soujin secoue la tête, puis se réveille. Elle se redresse sur le vieux lit de camp militaire, éclate de rire intérieurement pour ne réveiller personne. Putain, on peut difficilement faire plus phallique, se dit-elle en se tournant vers le carton retourné qui sert de table de chevet. Mal de tête. Elle attrape son téléphone pour checker l'heure, se maudissant de l'avoir laissé allumer toute la nuit si près de sa tête d'électrosensible. On capte mal au refuge, et le peu d'ondes qui traînent çà et là sont riches en céphalées. Aucune barre sur l'écran. 5h47. Fait chier. Elle se grignote une cuticule. Elle ressort du lit couine quand elle se penche pour saisir son carnet. Elle note son rêve à la lettre N comme marécage. Un rêve d'eau, ça faisait longtemps. Elle ne s'y est pas noyée pour une fois, grâce à sa petite procédure de réveil d'urgence. Sa mère serait fière. Soujin n'en est pas à se balader dans le quartier hors de son corps comme elle. Pas encore du Wake Initiated Lucid Dream, mais bon, elle commence à maîtriser quelques techniques de rêve lucide. La sensation d'étouffement est encore présente. Elle lui rappelle les séances d'étranglement avec certains clients. Leurs visages qui disparaissent, qui s'effacent par degrés. Privé d'oxygène, on ne peut plus rien imaginer. Juste nommer les choses, et encore. Même les mots deviennent flous. Voilà. Merci Eric. Merci. Je pense que ça a donné clairement envie, notamment par rapport au rythme. Et je trouve que la voix est posée en plus. Vous avez changé un petit peu votre voix justement pour poser sur le récit. Je trouve ça magnifique. Donc peut-être une lecture à voix haute bientôt ou un livre audio, pourquoi pas, Benoît? Ouais, enfin, évidemment, on propose des livres audio. Enfin, nous, on ne les fait pas techniquement, mais on les propose à je sais pas comment on appelle ça, des agents qui les vendent. C'est un peu difficile le livre audio. Hein. Ça marche très bien, mais il n'y a pas beaucoup de livres. J'imagine. Si personne n'a d'autres questions, on va se quitter. En tout cas, merci à tous les deux. Merci à Camille pour avoir organisé aussi cela. Merci à tous les deux. C'était un honneur de vous avoir. Je sais que les éditions de l'Ogre sont plutôt des éditions confidentielles et justement, c'est ce que je cherche en tout cas dans mes rencontres. Donc, merci infiniment à tous les deux, Eric, et on espère un joli succès pour votre livre à venir, qui, je le rappelle, sort aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup, Anthony. En tout cas, merci beaucoup. C'est chouette. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci Benoît encore. Merci Eric. Merci. Anthony, tu n'es pas une petite chose? Oui, pardon, la photo. La photo, pardon. Anthony. Oh là là.
Attends, pour moi, c'est le premier. Hein. C'est la première de l'année, c'est pour ça. Et oui, Oh c'est là ça. là là là. Les automatismes, je perds les automatismes, pardon. Allez, 3, 2, 1. Vous êtes vraiment des acteurs, hein. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Allez, au revoir. Merci à tous.